Bonjour, je suis Frédéric Chabot et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour, je suis Beignet et vous écoutez La Voix des Bulles. Et bonjour, je suis Domas et vous écoutez La Voix des Bulles. Bonjour et bienvenue dans le Splash Club, le podcast BD aléatoire exceptionnel. Bonjour, bonsoir à tous. Aujourd'hui une émission très particulière. Oui, exceptionnel. Car aujourd'hui nous allons faire quelque chose d'un peu spécial. Nous allons D'original, de nouveau, d'original. novateur. De frais. De frais. C'est très frais. Je suis One Apier, je suis accompagné de Thio Hello. et de Tizak. Bonsoir à toutes. Ouais, non, les mecs, ça m'intéresse moins. On l'avait compris, je crois. Donc, pendant le Festival des Calanques et des Bulles, nous avons eu la chance de rencontrer de nombreux auteurs. Et nous avions quelques interviews que nous avions laissées de côté en se disant on les placera dans une splash page. Puis on s'est dit qu'on n'allait pas laisser traîner ces choses-là, qu'il Exactement. fallait que vous puissiez les entendre avant que ce soit obsolète et complètement inutile. Et donc, aujourd'hui, nous allons décider de faire les chroniques des bandes dessinées de ces auteurs, suivies des interviews. Nous allons donc avoir une chronique de Fatalitas, de Chabot et Monnier, suivie d'une interview de Fred Chabot. Une chronique de Le syndrome du petit pois, suivie d'une interview Fleuve de Domas. Oh oui. Et enfin, une interview de Beignet, dont nous allons chroniquer Santiago. Santiago. Le trou qu'il a failli avoir. mais je l'ai pas eu. Le trou dans le beignet, dis donc. Santono. Ça fait un donut. Oh. Bref, Donuts. une émission exceptionnelle que nous vous proposons gratuitement, comme toujours. Pour l'instant. Ouais, non, parce qu'à un moment donné, les gars, c'est plus possible. Ouais, Mais faut que Ouais, t'arrêtes. c'est plus possible. Faut que t'arrêtes de dire ouais gratuitement. Non, ça fait déjà 2 émissions que tu le dis quoi. C'est trop. Non, mais les gens oublient que comme il faut s'abonner à un podcast, mais l'abonnement est gratos, tu vois. Ouais. Pour les gens, quand tu dis abonner, tout de suite, ils ont l'impression qu'il faut donner des thunes. Ouais, c'est comme ça. Ouais. Bref, une émission un peu particulière, et nous allons tout de suite commencer à vous parler de Fatalitas. Donc Fatalitas, comme c'est une émission exceptionnelle, nous l'avons préparée grandement. Exceptionnel. Exceptionnellement, je veux dire, parce qu'en fait, là, je vous décris juste un petit peu la scène. En fait, on est tous les trois devant nos micros, chacun regardant en fait un coin du plafond, en espérant ne pas croiser le regard des autres, en sachant qui va faire le pitch. Eh bien, comme c'est moi qui est la plus grosse, c'est moi qui commence. La plus grosse interview. Oui, celle de Domas. Ouais, vas-y, parle de C'est ça. Fatalitas, vas-y. Alors, Fatalitas, donc de Fred Chabot pour le scénario et de Julien Monnier au dessin. Il y a quelqu'un qui bip, hein, excusez-moi. Donc, en attendant l'aube, le duo Chabot-Monnier nous livre ici une petite histoire aux saveurs mélangées sur Marseille, avec un petit peu d'accent, un petit peu de vocabulaire qui traîne. Le service militaire au Maghreb, les fameux Baddaf, l'amitié, les putes, la grande muette, et le tout arrosé d'une sauce où traîtrise et vice révèlent les côtés les plus obscurs et les plus mesquins de chacun. De l'humanité. Donc le dessin de Monnier est, voilà, comme toujours, très, très bon, ça fonctionne. Et très différent. Très bon, mais très différent de ce qu'il a pu faire avant. Sur L'attendant l'aube, c'est vrai qu'il est dans un style très noir, très sombre, où il éclairait les zones d'ombre. Là, on est sur un style un peu plus classique, graphiquement, techniquement. C'est ça, bien moins le petit côté un peu avec les petits traits, les petits machins, pour faire du relief, pour faire de la texture, machin. Mais qui reste très efficace pour suivre l'histoire de trois potes Oui. qui sont à Marseille, qui doivent aller faire leur service et qui, en gros, alors qu'ils font une petite connerie, un petit cambriolage. Ouais, t'aimes bien les petites conneries, enfin, c'est... Ouais, Enfin, une petite connerie en fait où ils ont trouvé un cadavre. voilà, ouais, mais ils avaient pas, c'est pas ok, voilà. Mais Ils ça, se on sait retrouvent pas. emmerdés et quelqu'un les prend en grippe et s'arrange pour qu'ils partent pendant leur service sur un des pires endroits possibles, pour qu'ils
avec les sports, l'enfer sur Terre, quoi. les sports secrets qui y passent tous. C'est ça. À la base, eux pensaient pouvoir s'en sortir parce que justement, bon, ils font leurs conneries. Et puis, de toute façon, comme c'est la veille du départ pour le service, ils se disent, bon, bah, c'est bon, de toute façon, il y aura On pas va de nous oublier. sélection. Le temps qu'on revienne. Oui, parce qu'à l'époque, le service, c'est 2 ans, hein, je crois. Ouais. Donc, du coup, ils se disent que bon, voilà, ça sera passé à la trappe et que tout ira bien. Mais finalement, malheureusement, l'appartement qu'ils sont allés visiter, où ils ont découvert quelque chose qu'ils n'auraient jamais dû trouver, est à quelqu'un de très mal intentionné, bien évidemment, qui a des relations en prime et qui va profiter largement de ces relations pour leur en faire baver tout au long de leur service. Déjà que c'est à la base pas une partie de plaisir que d'aller faire son service en Algérie, là, en l'occurrence, ça va franchement tourner au cauchemar. Et donc, on va avoir un récit en one-shot qui est plutôt efficace, plutôt bien mené, qui marche très très bien, avec une couverture déjà, j'ai envie de dire, magnifique, qui sort un peu des normes. Clairement. On est chez un éditeur que je ne connaissais pas, hein, c'est Philodalo, un truc comme ça. Philidalo. Philidalo, voilà. Qui vraiment a fait un très très beau travail sur cet ouvrage. Oui, puis qui a laissé de la liberté à créer cette couverture qui sort des sentiers battus, quoi. Et surtout, une réussite vis-à-vis du parler. C'est-à-dire qu'on est dans un parler marseillais, les personnages, avec beaucoup d'expressions, qui, même pour quelqu'un qui n'est pas très marseillais comme moi, hein, je l'admets, arrive à faire figure locale sans faire caricature. Ce qui est très très dur dès qu'on commence à partir un petit peu dans les expressions, l'argot un peu régional. Et qui donc fait qu'on a un texte qui marche et qui est très très efficace, quoi. Alors moi, je suis moins emballé que toi, donc vous l'entendrez de la bouche de Chabot tout à l'heure, puisqu'on lui a posé quelques petites questions là-dessus. Moi, j'étais pas tout à fait d'accord sur ni ton avis, ni pour le coup le sien, dans le sens où parfois, alors que eux voulaient en intégrer plus, ça voilà, Chabot vous le dira tout à l'heure, ils voulaient en intégrer encore plus. Moi, je trouve que déjà là, il y en a quelques-unes qui sont un peu rentrées au forceps et voilà, qui tombent pas forcément toujours bien, et voilà. En tout cas, ça a été mon ressenti. Visiblement, c'est pas le tien, donc comme quoi ça marche finalement pas mal. Moi, en tout cas, il y en a quelques-uns qui m'ont... Peut-être aussi parce que je suis moins marseillais que vous et que pour moi, ces expressions sont un peu plus folkloriques, j'ai envie de dire. Oui, peut-être. Moi, il y a certaines expressions, j'ai fait... je comprends à peu près parce qu'il y a le contexte, mais... voilà. Mais j'ai pas eu de... en général, dès que tu as un accent... enfin, un accent, dès que quelqu'un met un accent marseillais dans quoi que ce soit, c'est pourri, quoi. Ouais, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas d'accent. Oui. C'est juste du vocabulaire. Bon, ça chante, quoi, ça. Je vous rassure, il y a quand même des marques de bas de page hein, pour expliquer Il tout en un manque tas quelques-unes de quand petits même, patchs. c'est un petit problème d'éditeur. Mais voilà, il y a un petit souci d'éditeur où il y en a quand même quelques-unes qui sont un peu manquantes. Donc voilà, c'est un album qui est lumineux aussi, malgré le sujet très sombre. Il y a un travail sur la couleur. Il y a un vrai travail sur la lumière, d'une part de Marseille, parce que c'est vrai qu'on a cette chance d'avoir une lumière assez particulière au sud de la France, mais qui est valable aussi pour toute la partie Bad Daf, où là, on est au Maghreb, donc forcément il y a une luminosité, il y a une chaleur, et tout ça c'est très présent. Voilà, l'ambiance est vraiment extrêmement bien rendue, le dessin est vraiment, je reviens encore dessus, est vraiment bon. Les mouvements, parce qu'il y a quand même tout un tas de scènes de petites bastons, etc. Voilà, c'est assez fluide pour toutes ces scènes d'action. Sauf de temps en temps où, clac, il y a un petit arrêt sur image, un petit truc un peu trop figé. Mais sinon, dans l'ensemble, ça marche pas bien. Puis il y a un petit côté polar noir aussi, hein, dans le ton où on voit que les mecs, il arrive de plus en plus de merde, ouais. Où le côté humain ressort, où le gars en qui on avait confiance est humain et se laisse aussi aller à ses peurs et à ses fragilités, où on finit par arriver sur une histoire de vengeance très forte, qui a vraiment ce côté très, très polar noir, mais dans la lumière. Ouais. Est-ce que, finalement, la problématique, c'est est-ce que la vengeance de cette espèce de petit caïd marseillais va avoir raison de l'amitié d'enfance de notre équipe de 3 bras cassés, là, qui sont pour une partie terrorisés, pour d'autres essayent quand même de faire fonctionner leur tête plutôt que leur peur. On est dans cette petite problématique là, c'est comment est-ce que l'amitié et les liens entre ces personnages vont résister
parce qu'ils s'en prennent quand même bien dans la gueule. Comment est-ce que ça va résister à ce choc-là et à ce désir de vengeance? Thio, je te sens... Ouais. hein. Alors, Fatalitas, pour moi, c'est une bonne BD qui m'a beaucoup fait penser au foot de guerre dans lequel jouait Coluche. La partie en Algérie, bon là-bas c'était pour Coluche c'était la Libye, mais m'a beaucoup fait penser à ça, et justement dans le rôle du commandant despote qui fait bien son office là à ce niveau-là, qui était joué par Coluche à l'époque. On est vraiment dans une très saine ambiance. Enfin, très saine, ça. Oui, Enfin, c'est... Oui, parce que... Une belle scène. De belles scènes, voilà, on va dire comme ça. De belles scènes avec une ambiance quand même qui est bien oppressante quand on est dans la partie camp, et avec une partie... Non, merci. Une partie enquête qui est quand même bien, je trouve, bien sympathique. Parce que justement, toute la machinerie qu'il y a derrière qui essaye justement de broyer ces trois hommes, et finalement qui va les amener tous les trois à se venger, à se rebeller de différentes façons pour les trois. Et quand même, je trouve voilà, très très bien mené jusqu'au final qui m'a pas laissé qui m'a pas laissé sur ma faim. Vraiment, je suis arrivé, je trouve, au bout de l'histoire avec un scénario bien ficelé, bien intéressant, quoi. Oui, on va en plus du côté... un petit côté polar. Enfin, c'est subtil, hein. Quand je dis polar, on n'est pas dans de l'enquête, etc. Mais un côté humain et social. Mais il y a quand même des rebondissements qui font que tu arrives à, je trouve, un côté polar qui est quand même assez intéressant, quoi. Bref, on a été convaincus, quoi. Moi, ça fonctionne. Voilà, le scénar est bien mené. Le final arrive peut-être un poil brutalement dans la gueule, mais voilà, il fonctionne quand même bien. Et puis il y a un petit rebondissement, machin. Voilà, c'est très bien, c'est bien écrit. Encore une fois au niveau du scénar, le dessin rend bien honneur au scénar. L'ambiance est là, donc moi j'ai trouvé ça vraiment très bon et très agréable. Et surtout, moi, ce qui m'a quand même surpris, c'est le changement en fait dans le dessin de Monnier, qui est Oui, par rapport à ce que tu connaissais. par référence qu'on essaie Il est capable de vachement changer de style, quoi. Ouais, et ça, j'ai trouvé ça vraiment assez. Il nous fort, avait montré des planches d'une prochaine BD où il y avait encore un changement de style. Non, Et ça, c'est Fred Chabot qui va vous en parler. Et puis en plus, Monnier n'étant pas marseillais, il arrive à représenter Marseille de façon assez crédible. Oui, clairement. Voilà. Et ben, on va vous laisser avec Fred Chabot et on revient tout à l'heure pour la suite de nos chroniques. Toujours au festival, donc avec Fred Chabot, donc le scénariste de Fatalitas, de En attendant l'aube et de La Faucheuse des moissons. Quelle est ton actualité aujourd'hui ? Alors, je sors Fatalitas, un album avec Julien Monnier au dessin. Et on travaille actuellement toujours avec Julien Monnier sur un projet qui va sortir dans pas longtemps, qui s'appelle Gants Blancs, qui sera en 2 tomes, de l'aventure fantastique en 1880. Voilà. Alors pour revenir sur tes albums plus anciens, En attendant l'aube, donc c'était en 2 tomes déjà, et les personnages secondaires, on va dire par exemple, moi je me rappelle de Noé ou de la bibliothécaire. Est-ce que tu n'as pas eu envie de les faire vivre eux aussi dans d'autres histoires ? Non, parce que vraiment, en fait, En attendant l'aube, c'est une histoire que j'avais écrite, commencé à penser, on va dire, en 1990, donc c'est vraiment vieux, et j'avais ça en tête, et c'est une histoire terminée, réellement. Moi, je sais que l'éditeur voulait absolument qu'il y ait une forme de suite. Bon, non, ça devait se passer en une nuit. Voilà, et donc non, pas continuer les personnages. J'aurais aimé pouvoir les approfondir un peu plus, par contre. Voilà. Quand on regarde justement sur les planches de En attendant l'aube, moi je pensais essayer de reconnaître peut-être Marseille ou une autre ville, mais ça c'est pas. Mais en fait, visiblement, l'histoire n'est pas ancrée dans une ville. Alors oui, à la base, c'était écrit sur Marseille. Le problème, c'est que mon dessinateur, Julien, il est parisien. Et donc, en fait, il s'est inspiré. Il a cherché un peu des photos. Moi, j'ai envoyé quelques photos de Marseille, mais il s'est plus inspiré de Dubrovnik, le coquin. Donc, si on lit l'histoire,
On se rend compte que c'est pas loin de Marseille puisqu'ils viennent des Alpes, etc. Mais graphiquement, non. Graphiquement, il ne s'en est pas rapproché. Du coup, tu travailles quasiment qu'avec Julien Monnier. Comment ça se fait cette rencontre justement? Parce que du coup, là, maintenant, ça fait 4 albums que vous êtes ensemble 8. Oh là, j'étais loin du compte. En fait, Julien, j'ai rencontré sur un site internet 2 bandes dessinées. Pas un site de rencontre, donc. Je précise. Et en fait, j'avais une idée sur En attendant l'homme d'un graphisme particulier. En fait, je voyais bien Franck de Broussailles. J'avais ça en tête. Et ce qui ne correspond pas du tout à Julien. Mais je vois ses dessins exposés sur, je crois que c'est Café Salé. Et en fait, je me suis dit, c'est pas du tout ce que je voulais, mais ça va coller. Et je lui ai envoyé le scénario et il m'a dit, ça me plaît. Et à partir de là, il est facile, on s'entend bien. Voilà. Dans notre travail, il n'y a pas de heurts. Et puis projet sur projet, ça a fonctionné. On a toujours eu une suite. Donc voilà. Et on s'entend bien sur la manière les évolutions qu'on veut faire quand on veut passer d'aventure à l'histoire. Tout se passe bien, voilà. C'est agréable. C'est pas toujours le cas. Dans En attendant l'aube, en fait, on nage un petit peu dans l'introspection. Et à la fin, tu remercies Domas, justement. Est-ce qu'il a eu une influence dans ce travail? Domas, oui. En fait, j'y avais proposé le scénario. Mais il trouvait que c'était trop personnel. Donc voilà, parce qu'il avait le trait sur ça. Et en fait, pour être Richard Di Martino et Domas, Richard, c'est un ami d'enfance. On était voisins, on se connaît depuis 35 ans avec Richard. Donc c'est vraiment un ami. Et on a fait des BD ensemble quand on avait 15 ans. Mais bon, moi, après, j'ai arrêté. Lui, il a continué. Et à 40 ans, quand j'ai eu 40 ans, Richard, il m'a dit, mais vas-y, fais-le. Vas-y, lance-toi. Et c'est grâce à ça que je suis allé au bout de l'histoire. La Faucheuse des Moissons, je l'ai écrite pour Richard. On n'a pas réussi à le sortir. Et c'est avec Julien que ça s'est fait. Mais le scénario intégral, il était pour Richard. Au niveau des scénarios, de quoi est-ce que tu te nourris pour écrire de films, de livres, de musique, d'origami, de rubriques nécrologiques Alors, de ce que j'ai... de mon passé un petit peu, de ce que j'ai ressenti par La Faucheuse des Moissons, c'est clairement... la guerre 14, elle m'a toujours marqué. Quand je vais dans les petits villages dans les Alpes, que je vois les monuments aux morts, et que je vois sinon identiques, toute une famille, ça m'a toujours marqué de voir qu'il y avait plus de noms dans les villages, de noms sur les monuments que d'habitants actuellement. Donc par exemple, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué, j'avais besoin d'écrire sur la guerre 14, sur ça. Après, En attendant l'aube, il y a plein de petites anecdotes que j'ai calées qui correspondent à des petits moments de ma vie. Avec des petits passages, avec des gens. Je parle, que ce soit Sang Noir ou La Faucheuse des Moissons, il y a des thèmes qui sont importants, ou Fatalitas, l'amitié. Donc on est sur des choses, j'ai envie de parler de choses importantes. Il y a toujours le rôle des amis. Je regarde, il y a très peu d'histoires où il n'y a pas de potes, où il n'y a pas de cycle, où il n'y a pas de malheur aussi, malheureusement. Tout à l'heure, on parlait un petit peu des difficultés d'édition. Celles qui sont rencontrées par certains auteurs, justement, ils se lancent dans le crowdfunding, dans l'auto-édition, un petit peu comme François Moretti, par exemple. Qu'est-ce que toi, tu penses justement de ce système? C'est bien, c'est intéressant. Après, j'y ai pensé. On a un album avec un autre dessinateur, j'en ai fait un qui était terminé, et la boîte d'édition a fait faillite avant. C'est les Tupolev Brothers. Et c'est pareil, il y a un album sur lequel tu t'es donné, tu as envie qu'il vive. Mais après, c'est compliqué à mettre en place, le crowdfunding. C'est pas si évident. J'ai une activité professionnelle derrière, je suis enseignant. L'idée de se dire il va falloir envoyer les livres, etc. Le financement, je ne me suis pas lancé. Mais je pense que c'est quelque chose qui est intéressant parce que les éditeurs, ils m'ont permis de sortir des livres, mais de temps en temps, je trouve qu'ils n'ont pas un comportement très civique, on va dire ça. Bon, voilà. Alors du coup, la question que j'allais te poser après, c'était est-ce que tu vis de tes bandes dessinées? Moi, je vis de mon métier d'enseignant. De la BD, non.
Ce qui est terrible, c'est plutôt pour Julien qui, lui, c'est son revenu principal. Il est au RSA à côté, tout en travaillant à plein temps. Rien que de dire ça, ça me fout les boules. C'est un mec qui bosse tout le temps, il est au RSA. Je reviens 2 minutes sur Fatalitas. Tu as expliqué tout à l'heure que tu n'avais pas eu de souci de lien justement avec Monnier pour arriver à décrire certains personnages, certains paysages. Bon, tu voulais du Marseille, finalement, il a choisi Dubrovnik, tant pis. Est-ce que toutes les expressions marseillaises qui sont utilisées dans Fatalitas, il a fallu que tu lui fasses un petit lexique pour qu'il arrive à comprendre? On commence à se connaître, donc par contre on a essayé de ne pas trop en mettre. L'éditeur voulait absolument qu'on en mette beaucoup, et moi au bout d'un moment, je voulais rajouter un petit lexique, et je ne l'ai pas fait, et puis il y a beaucoup de renvois, d'ailleurs il y a des erreurs, il y a des renvois qui sont oubliés, c'est dommage, c'est passé à l'as, et en fait les renvois ça coupe beaucoup la lecture. Donc je voulais le mettre, mais je voulais pas non plus qu'il y en ait trop, et que ça fasse... voilà. Et je suis content parce qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça faisait Marseillais, mais que c'était pas... qu'il n'y en avait pas trop, donc c'était ce qu'on voulait. Bon, j'ai lutté avec l'éditeur, je pense voilà, je voulais mettre, mais bon, j'ai réussi à caser mon histoire à Marseille. Il a fait du Marseille. J'arrive dans Sang Noir, ça se termine à Marseille. Julien Monnier, à force, il va dessiner Marseille. Voilà. La suite justement de ta collaboration avec Julien Monnier, il y a d'autres choses en perspective? Gants Blancs. Et Gants Blancs et Gants Noirs, qui sont deux albums, et on a un projet. Donc le Gants Blancs va faire le premier tome, il est quasiment fini en dessin, en scénario. Le tome 2 est bien avancé, et derrière, je pense qu'on a une idée commune. On a un autre projet qu'on a présenté, donc on en a encore pour 2 ans, si les éditeurs nous suivent. Et au niveau du travail avec Julien Monnier, tu fais un storyboard très détaillé ou tu lui envoies juste un texte? Alors c'est un tableau avec un descriptif de cases et les dialogues et les voix off. Donc le descriptif, j'essaye d'être le plus précis, sauf quand il y a un dialogue qui est sur une planche, parce que il y a mes limites. C'est-à-dire, je vais faire un champ contre champ, champ contre champ. À un moment donné, le dessinateur, il peut avoir une vue plus dynamique que ce que je propose, et j'ai peur de l'enfermer. Surtout que lui, il a un dessin assez classique. Donc quelque part, si moi je suis sur une vision classique et que lui-même il est classique, ça finit par être vraiment peu de chiant. Donc parfois, quand on est sur un échange de dialogue, sur un dialogue entre 2 personnages, je lui laisse un descriptif vierge. Je lui dis c'est pour ta pomme. Voilà. Sinon le reste, j'essaye d'être le plus précis possible et de lui donner d'essayer de, comme il a des plans, c'est son dessin, de lui donner parfois des dynamiques. Et sur Gants Blancs, le prochain, c'est beaucoup plus dynamique justement, je trouve, en termes de dessin. Mais il a une capacité à évoluer dans le dessin qui est assez impressionnante. Et les couleurs, je trouve, enfin moi j'adore sa gestion des couleurs. En attendant l'aube, il y a un univers graphique très différent. Voilà. Après, les BD, sur les éditeurs, je ne réponds pas à ta question, mais j'avais envie en attendant l'aube, on n'a jamais compris pourquoi il avait fait en 2 tomes. Ça coupe complètement la lecture. C'est écrit pour être en 100 pages. Tu lis 50 pages du premier, tu lis en un quart d'heure. Moi, ça m'a toujours gonflé les BD qu'on lit en un quart d'heure. C'est pas fait pour. La Faucheuse des Moissons, c'est pareil. C'est une histoire qui avait été écrite en 140 pages. Ils ont voulu le couper. La fin du tome 1, tu as juste la présentation des personnages et c'est gâchant. Et là, on nous a les Fatalitas, on est sur un one-shot. J'espère qu'il plaira. Sang Noir, il a mieux fonctionné parce que c'est un one-shot et que tu es allé au bout. Et par contre, Gants Blancs, par sa structure, 4 histoires, on a la finalité de chaque histoire. Donc on est très avec Vincent, avec Julien, on est très optimiste sur le prochain. Du moins, on espère, heureusement.
Justement, les changements de dessin de Julien Monnier, c'est toi qui lui demandes quelque chose de particulier en termes de design. Je veux dire, quand on voit En attendant l'aube ou quand on voit Fatalitas, il y a un grand écart. Entre Fatalitas et le prochain, où on a eu la chance de voir un petit bout sur ton téléphone, il y a encore quelque chose de différent. Est-ce que toi, tu lui demandes un petit changement, une idée générale, ou alors c'est lui qui a simplement envie de faire quelque chose de différent et qui voit l'histoire avec ce design-là? Alors pour Fatalitas, c'est l'éditeur qui a demandé, il a vu des dessins qu'avait posté Julien sur Facebook, où il avait fait des gens tatoués, et il a dit je veux ce dessin-là. Donc c'est une volonté de l'éditeur, de partir sur ce dessin-là, de changer. Sur le prochain, Gant Blanc, j'ai pas donné si un peu quelque chose d'un peu plus réaliste. Mais après, en règle générale, ce qu'il me propose, ça me plaît. Voilà, mais c'est vrai, avec les qualités et les défauts que peut avoir un dessin et un scénario, ben, ça accroche. Il a lu l'histoire, il a proposé, quand j'ai vu ses premiers essais, j'ai tiré la langue, je me suis dit ça me plaît, c'est ça. Je ne pensais pas que ça allait être aussi bien. Et puis le prochain, souvent, Julien, il peut avoir des évolutions dans un livre. Et le prochain, il est très constant, beaucoup plus constant, et dans le style, c'est aussi que l'air de rien, il a fait 8 albums en peu de temps, en 4 ans. Ouais. Quelle est ta dernière découverte en bande dessinée? Alors ma dernière découverte, ça va être Larsenet Blast. C'est pas récent. J'ai beaucoup apprécié. Alors, j'ai eu d'autres bouquins qui m'ont plu, mais la dernière qui m'a fait quelque chose, c'est Blast. La seule critique que j'ai, il y a un tome de trop. Voilà, moi je l'ai perçu comme ça. Le premier m'a vraiment plu. Bon, c'est du Larsenet, mais je trouvais ça intéressant, mais il y a un tome de trop. Mais je l'ai dévoré. Le syndrome du petit pois. Alors, le syndrome du petit pois est le 3e tome non, c'est le 4e, pardon. Je ne sais plus combien on en est. De Domas, qui nous fait un petit peu oui, c'est le 4e. D'autobiographie, qui nous raconte un peu sa vie. Alors, Domas, c'est un auteur, si vous nous connaissez... Si vous nous écoutez, vous savez qu'en fait, on se prostituerait, on est fou du corps de Domas. On l'aime, voilà. Surtout Isaac. C'est tout Isaac qui nous a fait une interview tout à l'heure qui est un peu longue, mais tellement intéressante. Merci Pierre. Et puis le dictateur qui fait des maintenant, quand même, comme on est un petit peu comme dans positifs. Fréquence Star, en fait, on a les stars qui se confient à nous. Oui. Voilà. Heureusement que le docteur est là. In bed with Donc, Domas. dans les histoires... Non, c'est le docteur Isaac qui les a In donnés bed son with the tome. doc. Dans les 3 tomes précédents, qui ont été regroupés d'ailleurs dans un seul tome qui s'appelle Dans ta bulle, Exactement. trouvable toujours à l'édition La Boîte à Bulles, ça fait beaucoup de bulles tout ça. Vous avez sur d'ailleurs la tout voie un des tas de bulles. petites informations là-dessus dans l'interview. Voilà. Nous raconter dans les premiers tomes comment est-ce qu'il construisait sa relation, comment il se construisait amoureusement, comment son couple se formait et comment Domas grandissait. Mais c'est pas de lui dont il parle de Max et de coquillage. Oui, bien sûr, mais c'est de lui parce qu'on a réussi à le choper et c'est de lui. Putain, on était trop fort. Hein. Et là, il va nous raconter comment un événement de sa vie va le bouleverser et le changer. C'est-à-dire que premièrement, il découvre que sa mère a une forme d'Alzheimer un peu rare, qu'elle donc commence à disparaître, entre guillemets, d'un point de vue intellectuel. Oui, c'est le syndrome de Benson, pour être précis. Voilà. Et lui, en parallèle de ça, commence à avoir des projets créatifs qui commencent à évoluer. Nous avons la pièce de théâtre qui s'appelle Dans ta bulle, qu'il a montée et que j'ai vue et qui est fort bien, qui est très très bien. Bref, entre la création, la perte de l'intellect, comment est-ce qu'on se construit dans tout ça? Justement, ce qui est assez marrant, et il le dit dans l'interview, il ne parle pas que d'Alzheimer, même si beaucoup de gens n'ont retenu que ce point de vue-là, mais il parle plutôt de comment est-ce que lui se construit, se déconstruit, se reconstruit vis-à-vis de ces nouvelles choses qu'il a affrontées, et comment est-ce que c'est compliqué dans son couple. Oui, finalement, lui, il était dans une situation où
tout commence à rentrer dans l'ordre. La petite famille se construit, il y a déjà un enfant, il y en a un deuxième en route. Le travail qui... Il y a déjà 2, je crois. Hein. Déjà 2. Hein. Il me semblait que... Non, il y en a 2. Bon, bref. Voilà, bref, le travail est là, il y a du boulot. Bref, la petite vie commence à se mettre en place et ça commence à tourner. Et il y a un gros grain de sable qui vient gripper un petit peu tout ce rouage de bonheur et de petite vie tranquille. C'est la maladie de la maman. Et comment est-ce que ça affecte forcément le fils, en l'occurrence donc lui, Max, et comment ça se répercute sur l'ensemble du quotidien, sur l'ensemble des tensions qu'il peut y avoir du coup après à l'intérieur du couple, et comment est-ce qu'il va essayer de demander de l'aide autour de lui, parfois avec des réponses, parfois sans réponse. Parfois l'aide, il va falloir en donner encore un peu plus, parce que je reprends l'exemple du beau-père qui supporte au quotidien la maman et qui la voit petit à petit dépérir, et lui aussi il a besoin d'un petit peu de moments pour souffler, quoi. Et voilà, donc tout ça, toute cette charge émotionnelle qui pourrait être mais extrêmement lourde, extrêmement noire, extrêmement oppressante, elle est encore une fois retranscrite formidablement bien par Domas, avec cette touche de poésie dont il sait faire preuve. Et qui permet de tenir, alors là par contre c'est un bon pavé, je sais plus combien est-ce qu'on a de pages, ça nous tient en haleine tout le long, sans jamais nous mettre la tête sous l'eau, sans jamais nous mettre au fond du trou, au fond du gouffre. On a vraiment envie de continuer à voir la suite, à voir comment ça se dépatouille, comment ça évolue. On sait très bien comment la maladie ne peut qu'évoluer, mais comment est-ce que lui et l'entourage vont arriver à se dépatouiller et à vivre, à survivre dans cette situation-là qui n'a pas de sortie positive réellement possible. C'est comment est-ce qu'on peut vivre avec ça. Voilà. Comment est-ce qu'on peut arriver à s'en sortir dans cette situation. Et tu vois, justement, là, quand tu arrives sur le sujet de comment s'en sortir, c'est, moi, un truc qui m'a quand même un peu laissé à blanc, c'était la fin. Parce que la fin du syndrome du petit pois reste quand même... Moi, je me suis retrouvé à faire... Ah, c'est ça la fin. Déçu par la fin, tu vas dire? Déçu. Déçu parce que c'est pas une... Oui, parce que la vie continue. La vie continue. C'est, voilà, la fin, il n'y a pas de fin. La vie continue. Oui, mais c'est à la fois une qualité et un défaut de ce type d'histoire, c'est que la vie continue. On est vraiment dans l'autobio, hein, sur ce côté-là, et c'est vrai que c'est difficile. Enfin, à moins de tuer tout le monde, c'est difficile de s'arrêter quand tu racontes ta vie. Non, puis on est sur la thématique, notamment, hein, on est sur la thématique de l'acceptation. Tu sais que de toute façon, t'as pas de prise là-dessus. Tu peux pas faire en sorte que les choses s'améliorent et tu ne peux pas espérer que les choses s'améliorent. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à l'intégrer, c'est arriver à vivre avec, c'est arriver à accepter, et c'est loin d'être évident, je pense, de voir quelqu'un qui t'a élevé, que tu penses connaître de fond en comble, et qui en fait devient une personne que tu ne reconnais plus parce que c'est plus la même personne, elle perd ses capacités, elle perd son intellect, et finalement au-delà du physique, on accepte très bien la déchéance, hein, j'utilise un mot un peu à la con, mais la déchéance physique parce qu'elle est dans l'ordre naturel des choses, la déchéance intellectuelle, elle transforme la personnalité des gens, et finalement c'est là qu'on se rend compte que c'est par ça qu'on les définit. C'est leur capacité à répondre, leur capacité en termes de caractère, en termes de connaissances, en termes de discussion, de dialogue, d'attitude. Et tout ça, c'est tout ce qui change, c'est tout ce qui évolue justement à cause de cette maladie. Il faut faire avec. Voilà. Donc il faut arriver à se sortir de son rôle d'enfant pour passer à celui de père, bien évidemment. Mais au-delà du père, c'est de prise en charge de son aïeul qui devient... quelqu'un d'autre, mais il faut malgré tout faire avec. La situation de fin, je ne pense pas spoiler grand-chose en disant ça. La graine ne pleure pas le fruit, elle germe. Je pense que ça résume assez bien la situation. C'est à ça qu'il faut arriver. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est facile, pas parce qu'on connaît la formule magique que c'est facile d'y arriver et de l'accepter. Voilà. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la thématique de l'acceptation, parce que c'est à mon sens... Le fond du problème du personnage, c'est ça qu'il essaye de nous montrer. C'est valable aussi pour d'autres thématiques, hein, enfin pour d'autres situations, une rupture amoureuse, etc. On sait que de toute façon, au bout du compte, a priori, tout le monde s'en sort et on n'est pas les premiers à qui ça arrive.
Sauf qu'il faut arriver à traverser l'épreuve et à se reconstruire derrière et à faire avec. Bien, je pense qu'on va pouvoir vous laisser avec Domas pour cette interview fleuve, un moment privilégié que nous avons partagé avec lui Merci Domas. et dont nous nous souviendrons longtemps. Domas, bonjour. Bonjour. On va parler de ton actualité et pour le coup, du coup, c'est toi qui vas en parler. Eh ben, mon actualité, elle est multiple cette année. Il y a d'une part l'intégrale de mes 3 précédents volumes chez La Boîte à Bulles. Ça s'appelle Dans ta bulle, comme le spectacle. Après, il y a le syndrome du petit pois qui est le nouveau et la suite de Dans ta bulle. Et puis en jeunesse, toujours mon Anton. Et j'ai une nouveauté pour la fin de l'année aussi. J'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Vas-y, tout de suite. Alors vas-y, tu nous enchaînes tout de suite dessus. Et a priori, donc ouais, j'ai signé en début d'année un album avec des BK pour du gag jeunesse, qui me plaît bien, et ça sort en septembre. D'accord. Je travaille trop vite. Un auteur qui travaille trop vite, mon Dieu. Alors, le syndrome du petit pois. Gros bouquin, gros travail sur beaucoup de sentiments, beaucoup de sensations à faire sortir et à coucher sur le papier. Tu as mis combien de temps pour mûrir le projet ? Waouh, vaste question. Je dirais que mûrir le projet, c'est aussi le propos du bouquin de toute manière. Donc j'ai mis 4 ou 5 ans et à peu près tout le temps qu'a duré ce que je raconte dans le bouquin. Et puis il y a eu cette prise de conscience que je décris toujours dans le bouquin. Et il a fallu un certain temps ensuite pour arriver à savoir ce que je voulais raconter. La prise de conscience aussi, elle me permettait de savoir ce que je voulais raconter, à savoir le déclic qui fait qu'on se rend compte que voilà, c'est comme ça. Ce qui était quand même assez dur à raconter d'ailleurs, enfin après, à expliquer. Et ensuite, une fois que j'ai eu le déclic de comment raconter mon histoire, j'ai couché le storyboard donc fin décembre en 15 jours, les 250 pages. En fait, je fais un storyboard de 250 pages. Je me suis mis début janvier à dessiner et j'ai fini 1 an et demi plus tard le tout, avec les couleurs. J'ai fini 1 an et 4 mois après le bouquin et puis les couleurs, encore 2-3 mois de couleurs. Je vais te laisser faire un petit pitch rapide de l'histoire pour qu'on puisse comprendre, que les auditeurs puissent comprendre la suite des questions aussi et la suite de ton propos. Donc un petit pitch rapide, si possible, du syndrome du petit pois. C'est d'autant plus important que... Enfin, on en parlera après. Le pitch, c'est l'histoire d'un jeune papa, d'un papa trentenaire, quarantenaire qui cherche cette place de père dans un univers qui est complètement déstabilisé par l'Alzheimer de la mère et l'égoïsme finalement du personnage. L'égotisme, l'un ou l'autre. En gros, c'est ça. Ça serait ça le pitch peut-être. Alors pendant que tu faisais ce projet, l'état de la maman évoluait. Comment est-ce que tu as réussi à gérer ça ? Est-ce que tu nous as expliqué que la trame, tu l'as couchée comme ça en l'espace de 15 jours. Mais malgré tout, l'histoire, tu l'as bloquée à un moment donné, malgré les évolutions réelles, possibles, futures, ou tu as modifié au fur et à mesure ? Ce point de vue-là de l'histoire, c'est toujours pareil, qu'est-ce qu'on veut raconter. Donc là, je reviens à la petite parenthèse que j'ai failli dire tout à l'heure, c'est que sur le pitch de l'histoire, souvent on dit c'est un bouquin sur Alzheimer. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir fait un bouquin sur Alzheimer, enfin, je sais qu'il y a Alzheimer dedans, quoi. Quand j'ai commencé le bouquin, entre autres, le déclic a fait que je savais comment gérer ce rapport à la maladie de ma mère. Et du coup, je savais que le bouquin allait me permettre d'une part de m'occuper pendant que ma mère s'enfonçait là-dedans, avec l'espoir que elle meurt pas avant, parce que sinon je sais pas si j'aurais fini le bouquin. Elle est toujours vivante, ma mère. Et puis ce qui était pas évident, c'était de replonger dans la trentaine de pages que dure le séjour de Max chez Marie. Mais en soi, c'était mon quotidien de toute manière. Donc de me replonger dedans, même si je ne vis pas avec ma mère et tout ça, mais c'était dans ma tête mon quotidien. Donc, et surtout, ça me permettait de me souvenir ce que je voulais dire. Et ce que je voulais dire, c'est comment aller mieux. Donc l'un dans l'autre, c'était toujours le bon chemin, quoi. Est-ce que tu t'es posé des questions ? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es dit que tu ne devais pas faire ça, pas comme ça, pas à ce moment-là, attendre peut-être un petit peu plus que toi tu l'aies digéré, que tu l'aies plus intégré ? Ça a quand même pris un long moment, comme tu l'as dit, ta maman est toujours en vie. Est-ce que cet écart-là entre une maladie qui est toujours en évolution, une personne qui t'est plus que proche, qui est toujours en évolution aussi, ça t'a pas fait te poser des questions ? Est-ce que c'est vraiment pas le moment ? Est-ce que je ne devrais pas plus le mûrir et attendre de l'avoir plus digéré ?
Alors si le propos du bouquin avait été Alzheimer, je pense que ça aurait été le cas, j'aurais été obligé d'attendre réellement jusqu'au bout de savoir ce dont je voulais parler. Là, à partir du moment où j'ai fait le bouquin, où j'ai commencé le bouquin, toutes ces questions-là étaient résolues. Je m'en suis posé beaucoup, c'est-à-dire d'une part le rapport à l'évolution de la maladie, de comment je pourrais éventuellement vivre tout ça. Euh, le rapport à ma femme, à mes enfants, à est-ce que j'allais parler de quoi j'allais parler, est-ce que j'allais parler de mon père, puisque je ne parle pas de mon père, est-ce que j'allais parler de mes beaux-parents, et une fois que tout ça a été résolu et a trouvé un sens, surtout pour l'histoire que je voulais raconter, je me suis plus posé de questions. Là maintenant je découvre avec la sortie du livre justement la manière dont on voit le bouquin, donc c'est maintenant que j'ai ces questions qui viennent, mais voilà. Est-ce que tu as pu faire lire le livre à ta maman ? Non, j'ai pas pu lui faire lire. Non. Elle doit avoir 2-3 ans d'âge mental, je dirais un truc du genre. Mais j'ai cette chance qu'il y a eu décrit dans le bouquin qu'elle est réellement affectueuse. À défaut de ta maman, ton entourage familial, tu l'as, je suppose, tenu un minimum informé ou s'est rendu compte de lui-même que tu travaillais sur ce projet-là. Tu as eu des retours positifs, des retours plus compliqués. Même chose, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est pas le moment ? Je veux pas que tu parles de moi dedans. Enfin, est-ce que ton entourage familial a influé d'une façon ou d'une autre ton travail ? Ça a influé pour moi sur la nécessité de raconter certaines choses ou pas. Est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Et de fait, ça a impacté sur ma vie privée, hein, mais c'est pas critiquable. Il y a une raison, il y a un sens. C'est sur le rapport de Max et Coquillage, par exemple, qui est très particulier. C'est mon épouse dont je parle, enfin, ou dont je parle pas en fait. C'est un livre, c'est moi qui choisis ce que je veux dire. C'est tout le problème en fait donc pour revenir à ça avec mon épouse par exemple, c'est vrai que le personnage que je décris pourrait poser problème et pose problème, ça fait jamais plaisir de pouvoir passer pour quelqu'un qui sait pas ce qu'elle doit faire. Mais en même temps ça fait partie de ce que je veux raconter. Après précisément en plus, bon oui il a fallu que j'explique quand même à ma femme que c'est moi qui ai décidé de la montrer comme ça, mais que c'était volontaire, c'est pour un scénario. Après sur le reste de la famille, c'est... finalement, pas différent de la réaction des gens en général quand on fait de l'autobiographie, quoi. Mais non, ils m'ont laissé faire, au contraire. Après, en plus, ils étaient plutôt contents en lisant le livre. Donc retour finalement plutôt positif. Et justement, tu parlais que c'est un personnage, pourtant, en cours de livre, Max devient Domas. Je sais pas si tu as fait gaffe à ça. J'imagine que tu as pensé à cette paire de pseudos. Moi, ça me fait penser à un bouquin de Cadic dans la trilogie divine, où à un moment, justement, le personnage dont il parle devient Philippe Cadic. Tu vois, qui se met en scène lui-même. Donc, si tu y as réfléchi, pourquoi ? J'ai dû lire à cette époque la biographie de Cadic, d'ailleurs, par Carrère, qui est super. En fait, il est les deux à la fois. Il est Max Domas. Domas, ça devient le nom de famille de Max. Ce qui me permettait moi de retomber sur mes pattes, parce que j'ai commencé par un bouquin soi-disant non autobiographique, d'où la naissance de Max, c'est pas de moi, de Domas comme personnage. Mais là j'avais besoin que le mec qui signe le livre soit celui qui est... Donc j'en ai juste fait le nom de famille. Donc c'est pour ça que parfois il s'appelle Max, parfois il s'appelle Domas indifféremment dans la bande dessinée, puisqu'il s'appelle Monsieur Domas en fait. Justement, en parlant de ça, à un moment, Max va chez le psychologue et il y a ton nom de famille chez un des deux psychologues sur la sonnette. Oui. Des Malinas. Mon père croyait que c'était lui, le docteur Malinas, et j'ai dit non, c'est moi. C'est Dominique Malinas, psychologue. Ça renvoie à cette idée de est-ce que la BD est une psychanalyse ? Est-ce que je t'ai fait cette BD pour m'aider à sortir de là ou pas ? Moi, j'ai pas l'impression d'avoir eu besoin de la BD pour me sortir de là. C'est une fois que je me suis sorti de mon problème que j'ai décidé d'écrire la BD pour concrétiser ce qui m'avait permis de m'en sortir. Après, par contre, je dois dire qu'en relisant la BD, il y a des passages où je me suis dit oula, attention, quand je l'ai couché, le storyboard, je me dis oula, attention, qu'est-ce que tu es en train de dire ? Donc là, j'ai commencé à enlever des pages, à changer beaucoup de choses. En ce qui concerne les changements, justement, il y a un dessin qui est tout en douceur. Ça apporte un joli contrepoint aux propos, à l'état d'esprit des personnages. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'as pas eu envie de montrer un peu plus de violence dans le trait, dans les sentiments, dans l'espèce de désarroi et de modifier cette douceur pour montrer un peu plus de hargne ou d'autres choses ? Juste dans les passages où je le fais, mais après j'ai effectivement assez contraint la BD.
Par exemple, pour le dessin, les précédents sont beaucoup moins dessinés. Je rendais les décors beaucoup plus flous. Mais là, dès le départ, je me suis rendu compte que l'évolution du décor était importée dans l'histoire, parce que c'est un parallèle à l'évolution de la mer. Donc j'étais obligé de tout dessiner. Et casser le trait, le rendre plus abrupt, du coup, je l'ai fait que dans les scènes où réellement il y a de la colère, où ça souligne encore plus le sentiment. Et puis j'aurais pas voulu que le bouquin soit fait trop dans cette énergie-là. Il fallait vraiment de la douceur quand même pour le bouquin. Il est très sombre. Il est très sombre et sans douceur, sans évasion un peu pendant la lecture. Je me dis, même moi, je me disais, je vais loin quand même dans ce que je fais au lecteur, quoi. Que ce soit dans ton triptyque ou dans ce dernier livre, tu nous livres des choses qui sont très intimes. Est-ce que c'est pas un petit peu à l'opposé, antithétique avec le fait de travailler dans un atelier où par définition tu n'es jamais seul face à toi-même, tu es toujours entouré? Est-ce que c'est justement parce que tu es entouré que tu as pu faire cette introspection-là et sans te sentir trop seul, trop face à tes sentiments noirs? Est-ce que c'est ça qui t'a permis de faire ça? Ou à l'inverse, ça me semble un petit peu étrange d'arriver à faire une introspection au milieu de personnes. Nice. Les premiers, je les faisais chez moi. Les 3 premiers, je les faisais chez moi. Je bossais à l'atelier la journée, puis j'allais bosser le soir sur mes albums à la maison. Celui-là, je l'ai fait à l'atelier pas mal. Le scénario, par contre, le storyboard, je l'ai fait tout seul chez moi tout le temps. Je disais pour le syndrome du petit pois, ça a pris 2 semaines, et c'était 2 semaines de vacances. Les filles, je les avais pas pendant, j'ai des enfants, donc et je les avais pas pendant une semaine, donc déjà il y a 100 pages qui tombent. Et du coup, passer ça, le dessin au contraire, non, pareil, je pense que j'avais besoin d'être entouré quand je le faisais. Ouais, il y a des passages vraiment où c'était pas plus mal qu'il y ait des copains, parce qu'une fois que le storyboard a été posé, j'avais plus trop besoin de réfléchir dessus, ou alors je le faisais le soir, et là j'étais seul le soir, une fois que tout le monde est couché, tu vois. Donc c'est pas gênant, il y a vraiment cet aspect, en fait, soit je pose chez moi des choses que j'ai besoin de faire tout seul, soit je vais à l'atelier, je travaille à l'atelier. Parlons un petit peu du personnage qui t'accompagne, cette espèce de petit spip qui est avec toi. C'est la représentation de quoi? D'un ami imaginaire, de ta conscience, de ton humeur, ou c'est justement le petit compagnon qui t'aide à surmonter tout ça? Bon, c'est directement lié à la coccinelle de Gottlieb. Au départ, j'ai toujours mis dans mes BD. Je pense que ça fait un moment qu'elle est d'ailleurs il s'appelle le Smurgle, pardon. C'est imprononçable, j'avais 15 ans quand je l'ai créé, donc tu cherches un nom débile toujours. Et maintenant, c'est mon enfance. Et en particulier dans cette BD-là, il représente mon enfance et les quelques réactions qu'il peut avoir. C'est censé dire que penserait l'enfant que j'étais de l'adulte que je suis devenu. En parallèle du syndrome du petit pois, tu viens de sortir Dans ta bulle, donc on en a un petit peu parlé, qui regroupe le Lithos, 3 minutes et Souvenirs de moments uniques. C'est un désir personnel de vouloir regrouper ça en un seul recueil, ou c'est un souhait de l'éditeur, ou alors c'est parce que les 3 précédents commençaient à tomber un petit peu en rupture de stock? Un peu tous à la fois, c'est un concours de circonstances en fait. Ils tombaient tous à la fin, voilà, ils tombaient en rupture de stock. Soit on réimprimait, soit on faisait une intégrale. Le fait qu'il y ait le spectacle Dans ta bulle qui soit sorti, on se disait c'est quand même plus intéressant pour eux, marketingment parlant, de sortir une intégrale qui s'appelle Dans ta bulle avec la même couverture que on espère les gens reconnaîtront et du coup achèteront. Donc là, après l'intégrale, on aurait pu rééditer les albums, je crois qu'ils les avaient mis dans une forme de réimpression qui permettait ça, mais voilà, c'était une envie de l'éditeur. Je lui ai demandé ce qu'on se fait une intégrale, il était là, ouais, ça peut être sympa. En plus, on a la sortie de l'album, donc c'était une envie. Ouais. Alors encore un album qui utilise le mot bulle. Pourquoi C'est Dans ta bulle. Alors c'est à cause du spectacle, quoi. Ouais. Dis le site La Voix des Bulles. Bon, nous avons à côté la réserve à bulles. Mon prochain album, c'est aussi une histoire de bulles. Enfin bon, non mais c'est terrible. Hein. Dans ta bulle, en plus quand on a trouvé le titre, j'étais là non, on va pas faire Dans ta bulle. Dans ta bulle, c'est le titre du spectacle. Donc c'est un titre qui a été décidé par tous les comédiens et de la troupe du spectacle, donc voilà. Et puis l'intégrale, du coup, je voulais qu'elle renvoie au spectacle, donc c'est Dans ta bulle. Donc oui, j'ai bulle dans mon titre. Bien malgré toi. Non, le pire c'est que je suis content. Il aime se faire du mal. Alors justement, ce spectacle va se poursuivre à Paris dans quelques jours. Est-ce qu'il va tourner un petit peu par chez nous? On espère. En fait, le spectacle a un tourneur maintenant depuis 1 an, qui cherche des dates. Donc déjà ça tourne un petit peu en France de manière éparse. Et puis là ils espèrent trouver encore des dates. A priori ça doit continuer, mais c'est un spectacle qui est pas évident
bon, je reprends les termes du producteur, du tourneur, à vendre, parce que c'est une forme qui est entre le café-théâtre et le théâtre, ils n'arrivent pas forcément à le présenter à des grands théâtres, et les cafés-théâtres sont un peu frileux sur la formule, donc voilà, ça doit tourner, mais c'est vrai que je ne sais pas exactement comment. On discutait tout à l'heure avec, j'ai oublié son nom, pour le nombre de... Patrick Beau, pardon, qui demandait justement des salles avec tant de spectateurs, tel équipement, machin. Est-ce que c'est un petit peu l'une des contraintes ou c'est uniquement le fond qui coince? Je pense que, alors, le producteur aimerait des grosses salles, etc., mais là c'est plus une histoire de... Ils arrivent à avoir, si tu veux, des dates dans des cafés-théâtres à la semaine où ils sont payés à la représentation en fonction du nombre de spectateurs, mais c'est pas ça qui l'intéresse, lui, c'est de vendre des spectacles à des gros endroits, c'est un producteur. Et puis il y a la contrainte aussi du spectacle qui demande d'avoir un écran, d'avoir de la sono, c'est en général ils l'ont tous. Et puis la forme même du spectacle qui les gens aiment, c'est-à-dire c'est un spectacle qui mélange dessin et comédien et puis la musique. Les gens aiment, mais se disent, je sais pas comment je vais pouvoir présenter ça parce que je suis pas habitué à présenter ce genre de spectacle. C'est pas vraiment du café-théâtre dans le sens où l'humour est plus subtil, si on peut dire, même si l'humour du café-théâtre est bon. Et c'est pas du théâtre non plus parce que on est quand même dans une forme très proche du public, donc c'est du café-théâtre. Un hybride. Lors d'une représentation du spectacle, justement, tes dessins ne se sont pas affichés, de ce que j'ai pu lire. Le public n'a pas vraiment été gêné apparemment par ce manque. Toi, tu as vécu ça comment ? Mais c'était difficile. Alors dans la réalité, il y a eu peut-être 2 dessins qui se sont affichés réellement. Mais sinon, ils ne sont pas affichés. Ce qui m'a fait bizarre, outre la déception, ce qui m'a fait bizarre, c'est que ça a marché pareil. Vraiment, ça a marché pareil. Les gens étaient morts de rire, l'émotion est passée de la même manière. Les gens venaient me féliciter à la fin. Alors, ils ne savaient pas ce que je faisais. J'étais pas sur scène, hein, je faisais partie des spectateurs, mais ils savaient que j'en faisais partie, donc ils croyaient que j'avais écrit le texte. Donc ça faisait très bizarre parce que j'avais autant de retours, ou presque, que quand les dessins sont projetés. Et c'était assez chouette parce que ça remet à sa place aussi, justement. C'est très bizarre quand même d'avoir un spectacle qui sort, qui raconte la vie, qui raconte une histoire qui est ma propre vie, même si c'est une improvisation et que ça reprend pas tout ça, ça dégonfle un peu la grosse tête quand même, c'est pas mal. Ça fait du bien. Dans tes BD, tu nous dévoiles une grosse part de toi. Alors, j'aime pas trop ce mot parce que c'est très utilisé en ce moment, mais tu nous dévoiles ton univers. Est-ce que tu n'as pas eu envie, justement, là tu fais ça avec une pièce de théâtre, de t'essayer à d'autres choses, de montrer cette douceur, tout ce travail qui est un peu plus en profondeur dans autre chose, dans de la photo, dans des arts vivants, dans de la danse, parce que là tu es sur un spectacle ou dans un film, dans une animation? Non, c'est vrai que alors j'ai fait beaucoup de choses à droite à gauche, des concerts de dessin, du théâtre avec Dans ta bulle. J'aime beaucoup, mais j'ai pas envie de passer du temps à essayer d'en vivre, ou en tout cas je suis vraiment dans la BD, quoi. C'est ma passion et mon travail. Donc c'est vrai que là je suis plutôt là-dessus. Parce que je pensais à Eddie Vaccaro en écrivant cette question, qui lui fait de la musique en parallèle et qui initialement voulait faire de la musique. La musique réellement, ouais, donc et en même temps qu'il reste dans la BD, mais qui allie les deux. Moi je me sens même pas dessinateur en fait. Moi j'ai envie de raconter des histoires. Donc c'est pour raconter des histoires, je pourrais éventuellement soit écrire du théâtre, soit faire du cinéma, mais là c'est toute une technique, je connais rien à tout ça, donc je m'y intéresse même pas, quoi. Ma question initiale, voilà, c'était ça. C'était cette histoire de raconter des histoires, justement, transposables sur d'autres choses. Le Zarm Atelier, tu y es depuis un petit moment maintenant. Donc depuis toutes ces années, maintenant que tu commences à te sentir à l'aise, à être un petit peu plus confirmé aussi, à savoir où tu mets les pieds, qu'est-ce que tu continues à y trouver dans cet atelier, dans cette forme-là ? En plus c'est une question qui se pose régulièrement. Ouais, effectivement, ça fait donc 2002, en 2016, ça fait 13 ans, donc ça a pas mal tourné, il y a des gens qui s'en vont, des nouveaux qui arrivent. Régulièrement se pose la question du souffle global de l'atelier. Moi j'ai arrêté en plus l'année dernière, pendant 1 an quasiment, j'allais plus à l'atelier, je restais à la maison pour bosser, ou pas bosser, j'avais pas beaucoup de boulot, donc voilà, je restais à la maison. Qu'est-ce que j'y trouve déjà de sortir de chez moi, toujours les trucs classiques, de ne pas bosser à la maison, de sortir, d'avoir une relation sociale. Et puis voilà, le retour des copains, soit sur le travail en cours, sur lequel ils ont un œil dès qu'ils passent, quoi. Soit tout simplement sur l'art. Là, je vois, il y a Yann Madé qui vient de rejoindre l'atelier.
Donc déjà ça apporte une nouvelle énergie, c'est bien, mais voilà, on va parler beaucoup du fond, de comment est-ce qu'on fait une BD, etc. Alors avec Yann ça va être ça, avec Richard on va plus parler de scénario, avec Clément on va plus parler d'autres choses de la BD, Clément Balou ou Richard Di Martino, pardon. Il y a quand même une émulation, alors après elle est plus ou moins forte en fonction des périodes, mais là c'est bien, on semble repartir dans une bonne période, quoi. Bien. Dans une toute autre veine, tu travailles également sur les très célèbres contes de la collection Pousse de Bambou, qui sont reconnus, paraît-il, jusqu'en Asie, n'est-ce pas ? Oui, en Chine. On est édité en Chine, je crois qu'on l'est encore. Est-ce que les ventes sont proportionnelles au nombre d'habitants ? Je sais pas, c'est en Chine, c'est loin, et puis les mecs ils nous disent rien. Mon éditeur il avait dit, je sais plus combien on était payé, genre 300 €, alors on disait attends, quand même il y a 1 milliard de Chinois, c'est pas beaucoup. Notre éditeur a dit attends, ils auraient pu faire pareil sans nous payer, donc déjà soyons contents. Tu vois, Alors, est-ce que tu peux nous reparler, parce qu'on en a déjà parlé, pour ceux qui ne connaissent pas cette collection, pour qu'ils puissent se jeter dessus ? C'est une collection pour les tout petits, on va dire, ça commence à partir de 4 ans, 3 ans on peut avant, les parents peuvent le lire avant, c'est de la BD muette, avec éventuellement des bulles, mais dans les bulles il y a des images, pas des textes. Ça reprend un conte, généralement un conte traditionnel. Là, on essaye de créer des nouveaux contes maintenant, mais c'est quand même beaucoup des contes traditionnels. Ça présente aussi un petit atelier de dessin pour apprendre aux enfants de manière très simple à dessiner les personnages qui sont vus dans la BD. Vraiment dessiner un rond, un triangle, 2 traits, et hop, ça y est, on a un personnage. Et puis il y a l'histoire écrite à la fin, si jamais on veut lire l'histoire. Et voilà, c'est une série qui s'adresse au tout petit, qui maintenant qui a 20 albums. Et moi, j'en ai fait 5. Justement, la collection a évolué. Il y a eu, c'est l'an dernier, je crois, un changement de format qui est passé sur quelque chose qui fait plus vraie bande dessinée que livre pour enfants, justement, au niveau du format. C'est une de tes volontés, il me semble que tu es directeur de la collection. Ou est-ce que c'est les instances de chez Bambou qui sont allées là-dessus, ou bien est-ce que c'est suite au retour que tu as eu Alors, c'est pas de ma volonté, mais en même temps, je n'étais pas contre. C'est les retours, c'est toujours pareil, c'est l'histoire de marketing. C'est notre éditeur qui nous a proposé ça. Alors est-ce que si on avait dit non, il l'aurait fait quand même ? Oui, je pense. J'aime beaucoup mon éditeur, mais moi il nous aurait dit les gars, déconnez pas, quoi. C'est la collection en fait, c'est toujours pareil. Quand les BD, on en vendait de moins en moins, donc il fallait trouver un moyen pour en vendre plus. Donc eux, l'idée c'était qu'elle soit plus visible, donc avoir un album plus grand. Du coup, pourquoi je suis pas contre, c'est parce qu'on est passé d'un objet qui était vraiment très mignon, très pour enfants, premier album, tu peux le poser sur ton oreiller, dormir avec, il est tout mou. Petit format, c'était mignon. Un format qui est beaucoup plus pédagogique, y compris dans la maquette, qui clairement te dit, voilà, vous pouvez faire quelque chose à l'école avec ce bouquin, à la limite, tu vois, et en même temps, c'est un peu ça, quoi. Donc ça m'a pas dérangé, ça s'adresse plus clairement à un public de profs, ou de parents qui savent pas forcément ce que c'est, donc ils vont remarquer ma première BD. C'est beaucoup moins mignon, mais en même temps je trouve qu'avec le cahier graphique qui pour le coup aussi est beaucoup plus destiné à pédagogique, il y a une logique. Ouais. Et a priori il semblerait quand même que en tout cas pour la chèvre, c'était un des derniers sorties, c'était la chèvre, ça a quand même redonné une visibilité, donc voilà. Après, j'avoue que j'étais pas contre. Je trouve ça dommage, on a perdu un côté mignon. À choisir, j'aurais préféré le côté mignon, mais là, je viens de recevoir le Jack et le haricot magique qui va ressortir dans ce format-là. Et moi-même, j'ai redécouvert mon histoire parce qu'à l'époque, j'avais oublié. Au bout d'un moment, on oublie en dessinant les pages de pas aller trop loin dans le détail. Et du coup, avec le format, il y a des tas de petits détails que j'ai redécouverts dans ce grand format. Donc, je suis content. Voilà. Non, du coup, je disais que voilà, j'ai allé dans ton sens en me disant que ça fonctionne beaucoup, je trouve beaucoup mieux en fait en grand format. Qu'en petit, voilà, parce que du coup on en avait parlé l'année dernière sur le dessin. J'avais essayé avec mes élèves de faire dessiner c'était les 3 petits cochons. Ouais. Un échec cuisant, un grand moment de solitude, un truc. Ouais. C'est la galère sur les anciennes versions. C'était les dessins des auteurs professionnels, donc puis même la méthode, quoi. C'était pas bon. Moi, c'est à force de bosser avec des instituts qu'en fait, c'est moi qui ai créé le cahier graphique, les nouveaux cahiers graphiques, et c'est d'avoir fait des interventions avec les instituts qui m'a fait changer la forme, c'est-à-dire partir de formes géométriques simples qu'on maîtrise dès 4 ans théoriquement. Et voilà, quand j'arrivais en intervention et que je disais aux gamins que vous voulez dessiner, je n'allais pas leur dire tu fais d'abord un crayonné, après tu fais un noir, et puis tu vas faire les pleins et les déliés, bordel. Voilà, c'est ça. Mais c'est nul, on dirait un enfant de 4 ans. Ah mince. Du coup, voilà, parce qu'avec ce que tu m'avais montré, c'était sur le petit garçon qui criait au loup. Tu m'avais bien fait une sorte de petit cahier graphique pour moi avec les figures. Et là, par contre, ça a fonctionné, mais nickel, quoi. Les petits, ils étaient trop contents de se dire ça y est, j'ai réussi à faire un loup, j'ai fait un rond, 2 triangles, c'est parti, quoi.
Ça, c'est un truc qui fait plaisir vraiment parce que donc je l'ai testé avec mes filles. Bon, elles ont grandi maintenant. Les dernières, elle a 5 ans, mais le petit chaperon rouge nouvelle version, je lui ai fait faire il y a 1 an, je crois, le dessin. Donc elle avait 4 ans et demi. Et j'ai mis sur Facebook, machin. Les gens voulaient pas croire. Et pourtant, je l'ai juste fait faire. Bon, je le faisais à côté d'elle, c'est-à-dire je dessinais le rond, elle dessinait un rond, je faisais le triangle, elle dessinait un triangle, mais elle regardait le modèle en même temps. Et ça fonctionne, quoi. Les gamins, ils arrivent à le faire. Alors cette petite bulle de travail, j'ai placé le mot bulle moi aussi, sur les comptes, est-ce qu'elle te sert de bouffée d'oxygène en contrepoint du travail bien plus introspectif que tu peux faire sur le reste de tes productions? C'est une vraie bulle pour toi, ça, ou c'est simplement différentes parties de ton travail que tu aimes tout autant? C'est une nécessité ou c'est simplement l'état de fait des choses? C'est. Ah, mais j'ai pas vraiment pensé comme ça. D'une part, c'est une nécessité, c'est-à-dire si je faisais que mes BD autobio, j'aurais du mal à faire. Enfin, j'aurais du mal, je ferais pas de BD, quoi. Enfin, tu vois, ça me rapporterait rien. Et le pouce de bambou, c'est pas non plus l'éclate, mais bon, c'est vrai que du coup, c'est un boulot et c'est toujours rassurant. Après, une bulle en tant que repos, par exemple, quand je faisais le syndrome du petit pois, en même temps, ce que je faisais un pouce de bambou, et je faisais Anton. Je sais pas. Non, j'ai quand même assez de recul, même sur le syndrome du petit pois, j'avais assez de recul quand je dessinais pour rester à part certains passages, quoi, mais on parlait d'Elie Vaccaro la dernière fois quand il dessinait. C'était Young, donc c'est une BD sur un boxeur qui meurt dans les camps. Voilà, je lui disais mais ça te fait pas du mal de dessiner les camps tous les jours? Et il me disait non, et puis bon, en même temps, oui, on voyait bien que ça lui faisait pas du bien, quoi. Et, voilà, on s'en rend pas forcément compte. Mais non, pas forcément une bulle. Là, la nouvelle série que je fais, c'est peut-être aussi à l'opposé le fait d'enfin bosser avec un scénariste. Parce que pour Anton l'éléphant peintre, j'avais pas de scénariste. J'avais un auteur qui m'a écrit un texte, mais c'est moi qui l'ai adapté en scénario. Alors que là, pour une fois, je bosse avec des gens qui me donnent case 1, case 2, prise de vue. Alors je décide de comment je dessine. Et ça, c'est très reposant parce que du coup, je plonge complètement dans l'univers que par hasard on a créé ensemble. Donc c'est vraiment un univers qui me plaît. Et là, pour la première fois, pas pour la première fois, j'ai redécouvert le plaisir de dessiner pour m'immerger vraiment dans le dessin et m'amuser à dessiner un petit personnage et qu'il arrive des aventures toutes bêtes, hein, c'est rien d'exceptionnel. Mais par contre, je suis là dans le dessin, je me régale. Bah justement, c'était la suite, il y a en partie répondu. Ton prochain conte adapté et ton prochain roman d'introspection autobiographique ou pas? Alors pour les deux, je sais pas. Bon, pour le roman graphique, je suis déjà plus sûr. Mon prochain conte, je sais pas trop ce que je vais faire. Il va y en avoir très certainement un, je pense, l'année prochaine. J'aimerais bien faire La Belle au bois dormant, mais la version longue. Enfin, la vraie version, qui est en contrepartie, pour contrebalancer du fait d'avoir fait La Princesse au petit pois. Princesse au petit pois, c'est un conte qui est pour la soumission de la femme. Alors la Belle au bois dormant, c'est l'inverse. Il y a une longue histoire que je peux pas vous raconter, mais... le prochain roman graphique, je pense que je le ferai d'ici 10 ans, à mon avis, un truc du genre. Je vois, déjà en sortant de celui-là, je suis complètement sec. Ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il n'y a pas besoin de finir de vivre les choses avant de les raconter? Là, ce que j'avais besoin de raconter et que je le vis toujours en ce moment, tu vois, c'est toujours mon quotidien, ce que je raconte dans ce livre finalement. Donc déjà, il faut que ça passe. Et puis j'ai une idée de ce que je veux raconter, mais pour ça, il faut que j'en sache plus. Tout simplement, j'ai pas parlé de mon père dans ma BD. Ça va aller dans ce sens-là sur qu'est-ce que ça représente. Le père, c'est la société. La mère, je sais pas. Donc là, je sais à peu près ce que j'aimerais raconter, mais je sais pas du tout quand. Mais longtemps. Alors on va passer sur des questions un petit peu plus générales. Tu l'as dit toi-même, si tu ne faisais que des romans autobio, ça serait plus compliqué d'en vivre. La plupart des auteurs ont des soucis de ce point de vue-là aussi. Tout ce qui tourne autour du crowdfunding, tu y as déjà pensé. Qu'est-ce que tu en penses? Je trouve que ce que j'en pense, c'est que c'est super, tu vois, si ça peut se faire. Moi, dès le départ, j'ai voulu être édité parce que j'ai envie de faire du dessin, point, et de pas m'occuper du reste, quoi. Parce que justement, sur des bouquins comme ceux de la boîte à bulles, c'est des ventes qui sont autour de 1000 exemplaires, tu vois, donc je pourrais effectivement me dire, je vais m'auto-éditer. Mais non, ça m'intéresse pas, il faudrait envoyer les... Non, c'est trop de travail. Même en crowdfunding, quoi, envoyer par internet, j'aime bien être assis à mon bureau et dessiner, en fait. Et justement, la BD numérique, ça pourrait être une solution, publiée en direct sur un blog ou ce genre de choses. Est-ce que toi, tu lis de la BD numérique ou pas? J'en lis pas. Je pense que pour faire la BD en numérique, il faudrait le faire en amont, c'est-à-dire penser une forme. Le problème de la BD en numérique, c'est que
la BD, c'est un média qui est lié à une forme qui est la double page pour moi. À l'époque, je faisais beaucoup de blogs, moi, ça fait longtemps que j'en fais plus. Il y a quand même une autre forme qui se mettait en place, qui était la colonne. Donc j'avoue que ça m'attire pas de me lancer là-dedans. Ou alors il faudrait vraiment aller sur un truc de fond et réfléchir à qu'est-ce qu'on fait, mais c'est touffu. On a justement Monsieur Balak avec nous sur le festival. Le Turbo Média, tu t'y es déjà essayé, tu t'es déjà un peu renseigné. Non, je vois même pas ce que c'est. Donc tu es convié à venir demain après-midi assister à la conférence avec Balak et Clem Clé, présidée par El Dictator Pied-Pied, pour en apprendre un petit peu plus sur le Turbo Média. Bah avec grand plaisir. Il y aura de la bière. Super. Alors ta dernière découverte en bande dessinée, et tu vas pas nous sortir un Bessadi s'il te plaît. Alors ma dernière découverte, mais c'est un truc qui est vieux, et vraiment par hasard, je suis passé la dernière fois à Leclerc en plus. Je suis méchant, mais je suis passé voir s'ils avaient mes BD. Et, ils avaient mes BD, alors j'étais content. Puis quand on partait en vacances, je voulais une grosse BD, puis j'avais envie d'un gros pavé, mais j'ai pas demandé au libraire. Je me suis dit, c'est un libraire Leclerc, je vais pas lui demander. Et en fait, il est venu me voir et il m'a demandé ce que je voulais, donc je lui explique, je veux un gros pavé, et il m'a filé un truc super qui s'appelle la Brigade Chimérique. Et j'étais, je suis bluffé quoi. C'est une sorte de dessin de Mignola sur un scénario d'Alan Moore. C'est une BD française et c'est très très bon. Je crois que c'est chez La Talente. Ouais. Et grosse découverte quoi. Je m'attendais pas du tout à ça. Un gros pavé vraiment vraiment super sur la disparition des super-héros français. Pourquoi est-ce que dans les années 30 pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas de super-héros? C'est parce que dans les années 30 ils ont disparu. Alors pourquoi? C'est ce qu'il raconte. Et c'est vraiment, vraiment bien foutu, quoi. Ça, c'est ma dernière BD. Après, il y a aussi un truc que j'aime beaucoup, et je l'en parle, mais parce qu'il est là. Il y en a d'ailleurs deux dont je vais parler. Il y a Beignet qui m'a fait beaucoup rire avec son Bonsoir. Et puis il y a Yann Madé, mais je crois que je l'ai cité tout à l'heure, avec son Cher Mokhtar qui m'a beaucoup fait réfléchir. C'est les découvertes de cette année. Beignet, j'avais déjà découvert il y a longtemps, mais à chaque fois, il me fait mourir de rire. Il est peut-être temps de repartir sur un peu de légèreté. Avec Santiago. Santiago, chez Vraoum. Bah déjà, quand on est chez Vraoum... Déjà, Santiago, donc par Beignet qu'on a rencontré donc, au festival des Calanques et des Bulles. Et pas BGNet. Hein. Et donc, pas BGNet. BGNet. Donc on ne sait pas grand-chose. Hein. Non mais en même temps, tu sais, je veux dire, c'est toujours facile de rire, mais quand tu as juste des auteurs en fait qui choisissent donc un B-Génet comme nom, tu le prononces comment? Tu prononces toutes les lettres, tu fais B, puis Niet. Beignet, voilà, c'est pas facile, je trouve. C'est pas évident. Donc, commercialement parlant, je trouve que c'est pas... Alors, de quoi ça nous parle? Eh bien, ça va nous raconter l'histoire de l'Ouest sauvage, l'endroit dangereux. Où en fait, Mexique sauvage. Et ici, c'est surtout, en fait, c'est pas tant les shérifs, les cow-boys, les Indiens dont on s'occupe, mais ce sont une troupe de Mexicains hors la loi, sans foi ni loi, capables de toutes les débauches et de tous les amours, en fait. C'est un Mexicain basané. Donald. Si. Et voilà, Donald était avec nous. Donc, c'est une histoire quand même assez barrée. Aïe, caramba! Même à peu près totalement barré, où il y a des trucs d'un autre monde, quand ils sont dans la petite ferme avec les Indiens dehors. C'est totalement inconcevable, mais ça arrive. On est dans la parodie de western. C'est construit par court chapitre. C'est ça, mais en fait on suit quand même une histoire globale. On a toujours donc la même troupe. Il y a une petite trame derrière. La même troupe de Mexicains en fait, on va dire qui fuit, qui devient hors la loi, qui sont des hors-la-loi de bas étage au départ. Mais ils veulent devenir des grands hors-la-loi. Mais devenir des grands hors-la-loi qui Tu seras un grand, mon fils. Qui auront un vrai avis de recherche avec des milliers de dollars à la clé. De pesos. Ouais. Et ben voilà, finalement, est-ce qu'ils vont y arriver, est-ce qu'ils vont pas y arriver? Mais surtout, on va les suivre dans toutes les merdes dans lesquelles ils vont tomber, les quiproquos qu'ils vont provoquer. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il y a des moments où je me suis quand même bien fendu la poire. Il y a des moments où j'ai un peu moins ri. C'est comme dans tout système de blague. Hein. Il y a certaines qui fonctionnent un peu moins bien sur les personnes. Mais il y a des moments là qui étaient quand même très 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 bonnards. Moi, je trouvais le démarrage un peu difficile parce qu'on est sur des histoires très courtes et au début, c'est dur de rentrer dans les personnages. Ouais, rentrer dans les personnages. Le fil rouge se fait petit à petit. Et en fait, plus tu commences à connaître les personnages, à connaître leurs qualités, leurs défauts, à t'attacher un peu à eux entre guillemets, t'attacher parce que ils sont tous plus cons les uns que les autres.
Ça coule vachement mieux, c'est fluide, c'est sympa. Puis en plus, il s'éclate d'un point de vue graphique à nous faire des grands paysages à la Jean Giraud, tu vois, dans Blueberry, à nous sortir des tronches. Le côté Blueberry est clairement marqué. Ouais, bien fort. Bah, sur la colorisation, hein, on le trouve, et sur la façon dont sont notés les titres aussi de chaque chapitre. Ouais, il nous prend un peu tous les codes de la BD western, il nous les déforme, il part dans tous les sens. Et il va dans l'absurde et dans le drôle, quoi, parce que, ouais, c'est des mecs, ils veulent devenir grands en faisant un travail de merde, en fait, j'ai envie de dire. Et ils sont pas aidés, parce que, ils sont pas aidés. Et puis ils ont de la concurrence, hein, le Mexicain blanc, là. Voilà. Franchement, un bon moment de rigolade, quoi. Mais petite question, Santiago, c'est qui? Santiago, c'est le chef. Voilà. C'est le chef. Santiago. C'est le boss un peu caractériel qui, quand il a raté un duel parce que il s'est passé une autre fin possible que chacun tire sur l'autre, est obligé de tirer sa balle sur quelqu'un. Le gros. Quitte à ce que ce soit un de ses potes. Le gros Ouais. Sancho Panza. Ouais. Et puis voilà, donc du coup, tout va être remis en cause, on va dire, dans le groupe quand Chico va arriver. Aïe, caramba! Et Chico, en fait. Aïe, la mujer! Chico est une femme. Et là, ça va être la pagaille. Chico, c'est la chica. Parce que Parce que une tout le femme monde qui veut la s'appelle- sauter, mais il y a un chef qui dit non. Ah non, parce que c'est un membre de l'équipe. Bah oui. Le chef dit non. C'est un Non. membre de l'équipe. On couche pas avec le monde de On l'équipe. couche pas avec un membre de l'équipe. Ça se fait pas. Ça se fait pas. C'est comme ça. Il y a des règles. Il y a qu'à la virer de l'équipe, chef. Il y a des règles. Et oui. Bah, on va vous laisser avec Beignet pour une interview fort sympathique, que je le rappelle, nous avons fait au Festival des Calanques et des Bulles. Nous sommes avec Beignet. Tu dis comment, toi? Beignet. Tu dis pas BGNet? Non, c'est pas ça. Salut. Salut. Alors, quelle est un peu ton actualité en termes de BD? Mon actualité, je dessine dans Arg, un truc sur la mode dans la guerre. Et c'est quoi mon autre actualité? Ouais, il y a que ça, après c'est des petits trucs, je sais pas encore. Non, je sais pas. Sinon je viens de sortir 2 albums, un qui s'appelle Santiago chez Vraoum et un avec PMGL, je sais plus, chez Lapin, qui s'appelle Jojo Moniteur de ski. Comment tu vendrais ces albums pour donner envie aux gens de les acheter? Cher. Non. Merde. Merde. Comment je les vendrais? Santiago, c'est un western plutôt drôle, paraît-il. Et Jojo Metteur de ski, ça parle plus de cul que de ski. Donc comme moi, j'aime pas trop le ski. Les gens qui sont comme moi pourront aimer peut-être. En même temps, les moniteurs de ski parlent plus de sexe que de ski. Oui, d'ailleurs. J'en ai rencontré après, et c'est vrai. Ok, donc tu fais de l'humour, que de l'humour en bande dessinée? Ou tu t'essayes à d'autres genres? Non, ouais, c'est vrai, je fais que de l'humour. Même quand on me demande d'être sérieux, donc... Et tu te trouves drôle? Non. C'est juste que j'arrive pas à prendre une histoire que je fais au sérieux, donc j'ai pas le choix. Même quand j'essaye, ce serait mieux si je mets un gag. J'ai feuilleté Santiago, il y a quand même beaucoup de clins d'œil, j'ai l'impression, à du Blueberry. Ouais, c'était un peu parti de ça en fait. Moebius était mort, j'étais triste. Je me suis dit tiens, je vais foutre un peu de sa gueule, mais finalement c'est devenu très vite autre chose puisqu'on peut rien faire. On peut rien faire contre Blueberry. Ton style graphique change radicalement d'un bouquin à l'autre. Tu es sur des recherches différentes des choses qui te plaisent en termes de dessin, parce que quand on regarde Jojo et quand on regarde Santiago par exemple ou Old School, tu es sur des choses qui sont quand même assez différentes. Tu es en recherche de choses différentes parce que tu as envie de faire des choses différentes, ou c'est par rapport à la cible que tu changes ton dessin? Ouais, pas par rapport à la cible, plutôt par rapport au propos en fait. Un truc comme Santiago, ça demande d'avoir une esthétique un peu de western classique, sinon ça marche pas. Jojo, c'est justement l'inverse, c'est le côté naïf qui fait que des trucs les plus crades peuvent passer, ou justement l'inverse, opposé à mes personnages mignons qui fait des trucs dégueulasses quoi. Donc c'est vraiment en fonction de l'histoire, j'ai pas vraiment de style marqué comme ça.
Tu avais fait Lutin Spirix, qui dans le genre influence violente de beaucoup de classiques de la BD. T'as dû faire beaucoup de recherches pour trouver un style qui arrivait un peu à ton combiné ou c'est venu facilement? Non, parce que on a un peu été élevé à ça, donc quand j'étais gamin, je copiais Gaston, machin, donc le style ça s'est trouvé assez vite. Et puis non, mais en plus, j'ai même pas trop cherché, justement, je suis resté, j'ai même pas relu trop de choses avant pour pas être trop précis, parce que je veux que ça reste une idée générale, parce que si je vais dans des références trop pointues, les gens ils vont rien comprendre. Enfin, ils vont pas se rappeler, même moi je me rappelle pas. C'est qui tes maîtres en humour en BD? Mes maîtres en humour. Il y a Goussens, toujours. Enfin, Gottlieb, les grands. Et il y a Bouzard, qui je renvoie l'ascenseur. Et non, je sais pas, des maîtres. Non, mais ça reste surtout Goussens, je me reste là-dessus. T'arrives à vivre de tes BD? Maintenant, un peu, ouais. Mais c'est jamais gagné. Jamais. T'as un vrai travail à côté? Non. Pas du tout. Ah oui, non, ça doit pas être gagné du tout alors. Ah non. Non, mais des commandes peut-être un peu moins BD, plus illustration, mais même ça c'est foireux. Donc je vais plutôt faire que de la BD, quitte à ce que ce soit foireux. Autant faire ce que je veux. Tu t'intéresses un peu à ce qui se fait en BD sur internet, soit les nouvelles formes de narration, soit le fait de simplement publier des trucs sur le net. Je pense à une forme de narration, je pense Turbo Média, une nouvelle façon de raconter, ou le blog BD tout bêtement. On avait essayé, Santiago s'était publié d'un mauvais esprit, qui n'a pas vraiment pris, ça rime. Et non, après, ça m'intéresse pas trop. Personnellement, j'aime pas trop lire sur écran, donc je m'y intéresse pas. Si la BD en ligne, ça me gêne pas, c'est un moyen de la diffuser, mais après, les petites combines de Turbo Média, je sais pas, je trouve ça pas très intéressant. On est entre de l'animation, mais ça en est pas, du jeu vidéo interactif, mais c'est. Enfin, je sais pas, ça donne pas le change en fait. Et toutes les opérations type crowdfunding, des gens qui essaient de vendre leur projet directement sans passer par un éditeur, tu t'y es intéressé ou t'en as rien à faire, tu préfères travailler par un éditeur qui fait tout le boulot à ta place? Ouais, j'aime bien, ça me fait un regard comme ça, donc je préfère avoir un éditeur. J'ai jamais lancé de crowdfunding, j'ai jamais participé non plus. Je suis cohérent. Mais non, ouais, peut-être un jour je le ferai. Le travail participatif en groupe, sur Lyon, tu bosses sur une revue où vous êtes un petit peu nombreux, quelques-uns en tout cas. C'est quelque chose que tu aimes bien, de travailler comme ça un petit peu sur du collectif, justement pour avoir un regard peut-être extérieur, ou alors c'est chacun dans son coin et après vous remettez ensemble sur un journal? Ouais, c'est bien parce que c'est bien parce que ça fonctionne. Si ça n'avait pas marché, j'aurais dit c'est nul. Mais non, ce qui est bien, c'est de voir qu'on trouve des solutions différentes au système du livre en ce moment qui est un peu mal foutu. Et c'est bien, ça peut apporter quelque chose de différent, quoi. Parce qu'on est en local, c'est plus efficace que des BD nationales des fois. Enfin, moi, je vois sur mes albums, avec les rues de Lyon, c'est mieux foutu, on communique mieux. Bon après, faut donner du temps et tout, mais je m'esquive souvent. Vous avez travaillé en atelier justement un petit peu pour cette création-là, ou vous avez simplement recollé après ensemble vos morceaux individuels? Alors moi j'étais pas complètement à la fondation, donc c'était plus, je sais plus qui d'ailleurs. C'était Olivier Jouvray, Kieran et j'oublie. Il est très bon, j'oublie, je l'aime beaucoup. Ouais. et voilà, moi je suis plus greffé là-dessus, mais j'ai pas vraiment lancé le truc. Mais c'est sûrement partie de l'atelier KCS, enfin Olivier Jouvray qui je pense quand même porter le truc. Après moi j'étais un peu en retrait. Justement, moi, j'ai pas envie de me lancer le truc et de faire des crowdfunding. Bosser dans de la revue, ça te donne des contraintes au niveau du boulot. Mais déjà, ça te donne du boulot, mais est-ce que ça te donne des contraintes? Est-ce que ça te force un peu à aller dans certaines directions? Ou est-ce que tu as une liberté totale Ils sont pas très exigeants. Enfin, ils me disent pas fais tant de pages pour tel mois, je peux ne pas le faire, mais à l'écart, en tout cas, ça me stimule parce qu'ils me disent ouais, on veut des pages, donc j'en fais.
Et puis ouais, ça m'oblige à faire des pages tous les mois. Puis j'aime bien les histoires courtes en fait. Moi, le format court, ça me va. En général, l'histoire de certains albums, moi je les fais en 3 pages et je me dis. Donc je passe à autre chose. Je me lasse vite aussi. Donc ouais, le magazine, c'est bien pour moi. Et d'autres projets, justement, en histoire courte, ou peut-être un projet plus ambitieux, une grande saga en 3500 tomes Ouais, mais je me dis toujours, j'aimerais faire ça. Et puis voilà, comme je viens de dire, je me lasse vite, donc c'est assez risqué. Faudra vraiment que je trouve un truc terrible pour faire ça, mais j'y planche. Mais là, en ce moment, je suis plus dans l'écriture, donc je sais pas encore où je vais, donc je peux pas spoiler. Ta dernière découverte en BD est-ce que tu as réussi à y réfléchir depuis qu'on t'a posé la question? Non, je la retrouve pas. Mais en tout cas, dans les auteurs que j'ai découvert il y a pas longtemps, j'aime bien ce que fait Geoffroy Monde, c'est assez absurde. En fait, ça a l'air complètement barré, mais c'est un vrai travail, à mon avis, qu'il fait pour organiser un truc qui a l'air de ne pas l'être. Donc j'aime bien ce qu'il fait. Bien, j'espère que vous avez apprécié cette émission Exceptionnelle. spécialement exceptionnelle de la mort. C'est fini. J'espère que vous n'en voudrez pas à Ti pour sa 43e reprise de ce titre fort connu, car il nous le fait très régulièrement. Si, tu as oublié, c'est l'alcool. Voilà, c'est fini. On revient très vite pour une émission un peu plus standard, mais pas tant que ça. On verra. On On verra. va nous donner la surprise de savoir Voilà, quel c'est- format, lequel de nos formats exceptionnels nous prendrons pour la prochaine fois. pour cet été. Voilà. En On tout est cas, merci multicarte, de on nous est avoir écoutés. N'hésitez très pas à sympathique. laisser des commentaires, des étoiles sur iTunes. Des trucs pour nous dire que vous aimez ce qu'on fait ou pas. Vous avez le droit de dire du mal tant que vous mettez plein d'étoiles sur Ou iTunes. pas, en fait. Ou Ouais. pas, parce que ça va vite nous gonfler s'il met des trucs qui nous plaisent pas. Non, moi ça me va bien, comme ça je peux le troncher derrière un truc terrible. Ouais, mais toi, fais gaffe, parce que déjà, tu vas te faire défoncer à la rentrée par Deliver Lego. Parce que elle sera là. Là, tu vois. Au bout de la table, je l'invite, vu que j'ai sur la splash page. Ce sera. Non, ce sera plutôt le bon, la brute et le truand, tu vois. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis donc à très bientôt. Ciao, ciao. Bisous les enfants. Ouais.